Alors, comment intervenir après ces différentes, voilà, ces différentes ouvertures sur ce sujet de l'identité? Donc, en fait, très merveilleusement par rapport à ce que moi je souhaite transmettre, évidemment, de mon engagement, et qui, alors vous parliez d'engagement professionnel. Est-ce un engagement professionnel? Oui, mais oui, oui et non, pas seulement, bien sûr. Tant on sait que nous sommes faits de nos groupes d'appartenance et des forts anciens de nos familles, du côtoiement des personnes vulnérables de nos enfances, et puis des rencontres de nos patients. Si moi je suis là, bien sûr, c'est parce que je suis faite de Sophie, Patrick, Brigitte, enfin Christine, je veux dire, une compagnie de patients. Et je ne suis là qu'à ce titre-là parce que je suis faite d'eux, mais c'est eux qui m'ont appris ce que je vais dire un petit peu. Alors, on parle beaucoup d'identité. C'est vrai que, alors bon, moi je suis neurologue psychothérapeute. En fait, en psychothérapie, la question de l'identité ne se pose pas de la même manière. On est plutôt dans la question de la rencontre, de la singularité et du travail pas à pas dans ce qu'il y a de plus singulier avec la personne. Et bon, évidemment qu'il s'agira a posteriori, de questions d'identité de la personne. Je pense aussi à mes collègues, en particulier à Agnès, hein, qui est là, c'est-à-dire qu'on travaille entre collègues sur ces sujets. Collègues et amis deviennent amis, hein, parce qu'en fait, on est dans une aventure, l'aventure de la vraie vie. Et je crois que c'est ce qui nous passionne. Enfin, quand j'avais communiqué à propos de la psychothérapie de mon premier patient, François Xavier, c'était avant tout de l'aventure de la vie dont il s'agissait, et de l'aventure de la vie, comme vous disiez, monsieur, en dehors de la maladie, c'est-à-dire en connaissant la maladie, mais en fait, la vraie vie, c'est de faire tout ce qu'il faut pour s'occuper des conséquences de la maladie, mais ensuite de se rejoindre pour la vraie vie et de ce que fait la maladie, bien sûr, dans la vraie vie. Alors, en fait, la demande d'Emmanuel, c'était aussi quelque chose du côté de l'activité, parce que j'interviens aussi en fait dans le milieu professionnel, et c'était la question de l'activité sociale préservée des patients pour lesquels émergent des pathologies dégénératives. Donc, quel est le sens de cette reconnaissance de la nécessaire préservation des activités le plus possible sociales et professionnelles, dites professionnelles, ou en tout cas des compétences mises en action, mises en œuvre, des œuvres de chacun de nos patients. De quels défis s'agit-il? Parce qu'en fait, finalement, il s'agit bien de défis. Est-ce que ce sont des défis concrets, bien concrets, réalistes? On s'occupe des personnes et on essaye de tout faire pour que les choses soient faites de manière digne, y compris dans le monde professionnel. Alors là, inutile de dire, j'ai eu l'occasion hier de le souligner, que enfin, tout est à faire, hein, parce qu'en termes de vulnérabilité, le monde professionnel actuel, contraint par des crises et puis des crises culturelles, pas seulement liées au travail, mais des crises culturelles surtout, tout est à faire. Mais bon, les accompagnants et les thérapeutes ont certaines interventions à savoir mener pour préserver le plus longtemps possible les activités de nos patients. Et les conversations thérapeutiques rejoignent à ce moment-là l'être unique de toujours dans le travail. C'est très important parce qu'on dit toujours le travail, comme si c'était quelque chose d'extérieur, de financier, enfin tout ça. Mais pas du tout, évidemment. C'est quelque chose qui est dans les tréfonds de chacun d'entre nous, qui fait partie de nos œuvres, depuis toujours, depuis l'enfance, l'adolescence. Quels étaient vos rêves de travail? Et quand la maladie vient interférer et briser quelque chose de la réalisation de l'œuvre, eh bien, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc, comment... Alors, la personne, d'ailleurs, à ce moment-là, Patrick, que j'avais nommé dans mon travail écrit, Patrick n'est plus une personne, n'est plus un cadre, par exemple, de la SNCF qui travaillait de manière admirable, qui rendait service, il travaillait en 3-8, il était sollicitable à merci. Non, il devient quelqu'un qu'il faut écarter, puisqu'il n'est évidemment plus du tout pertinent, efficace. Il devient même plus une personne, mais quelqu'un d'étrange. Et on dit, mais surtout, c'est plus acceptable, ça fait partie aussi de l'enjeu d'un des ateliers cet après-midi, qui travaille. Et au nom de quoi? Et en fait, bien sûr que l'organisation ne sait pas penser
l'accompagnement, en particulier par exemple de quelqu'un d'un cadre en plus, c'est-à-dire mais on ne va pas le payer à des activités de logistique, enfin bon, tout un tas de sujets très concrets. Donc l'accompagnement du service médical, évidemment, est très très déterminant, et la formation de la médecine du travail. Et vraiment, moi j'ai une vraie demande au comité d'éthique d'intervenir pour la médecine du travail sur ces sujets-là. Mais bien sûr que nos activités, donc, elles ne sont pas seulement des activités des œuvres, mais qu'elles sont aussi des actes de présence, d'existence, des actes sociaux, des actes de conversation, tout simplement. Et là, je vais évoquer Sophie. Est-ce que Sophie produit des actes de conversation, de présence, dont on peut attendre des fruits, et même qui se développent d'ailleurs? Parce que je vais vous dire qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous le savons, à travers la maladie, la vie se redéploie. Et comme disait le neurologue de ce matin, elle se redéploie même au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se produit un problème neuropsychologique, neuropsychique, pour travailler vraiment, pour rejoindre la vraie vie, eh bien, on la rejoint du côté neurodéveloppemental, du côté du tout petit, tout petit. Alors, est-ce qu'il va y avoir des fruits? Oui, parce qu'en fait, on va rejoindre la personne du côté de sa singularité depuis toujours, sur laquelle il va d'ailleurs falloir beaucoup se renseigner pour être pertinent. Et on va pouvoir travailler et vivre autrement autre chose. Et là, ça donne du fruit. Le mystère, bien sûr, de nos vies neuropsychiques, il reste toujours énorme. Alors, on a beaucoup de théories, de concepts, on est très encombré de tout ça, mais enfin, quand même, globalement, on avance à tâtons. On sait quand même que la pulsion de vie, signifiante, singulière de la personne, continue. Elle s'active et décharge selon ses besoins, ses désirs, à préserver au gré des rencontres. Et alors, surtout, c'est de l'accueil de l'inattendu. La maladie, vraiment, évidemment, favorise des répétitions de vie qui sont insupportables, comme disait le philosophe récemment dans la dernière intervention si brillante, c'est-à-dire cette répétition si fatigante et si œuvrante de toute façon. Sophie, longtemps femme et mère active au foyer, au sein d'une grande famille aux liens proches, Sophie que tu connais, Agnès, sous un autre nom, s'est trouvée engloutie par la mort de son mari et sa propre maladie, malgré l'attention tendre de ses enfants. En femme combattante, on ne se plaint pas dans la conversation, où les mots, les pensées échappent. Elle est aphasique, entre guillemets, je cite un code conceptuel, enfin qui ne nous intéresse pas vraiment finalement, mais en tout cas, les mots, les pensées échappent et les hallucinations visuelles sont proches. Pourtant, Sophie fait face, même si elle sursaute au moins changement perceptif derrière la fenêtre dans le couloir, des bruits du couloir. La posture sur la chaise, le regard vers le lointain et le dedans, la voix plus basse, les interjections qui sont devenues plus courtes, tout est signifiant du combat de Sophie. Pourtant, elle est bien là, avec sa fille. Et dans le début de la séance de lointaine, dans un trop de pensée quelque part, que sa fille d'ailleurs peut reconnaître, l'enveloppe, le rythme, le trouver créé, la présence mutuelle dans la conversation thérapeutique lui feront renouer l'accordage du regard, l'à-propos signifiant dans les mimiques et les quelques mots, la joie retrouvée et partagée d'être approuvé d'exister. Alors, approuvé d'exister, c'est une expression qu'Olivier Abel, philosophe éthicien protestant, a repris d'Hannah Arendt et qui est vraiment un terme assez inouï, quoi. D'être approuvé d'exister dans une parole ouverte. En fait, dans une conversation qui redevient presque ordinaire, par signe, par le bienfait de la couture métaphorique, de la vraie couturière d'antan de cette femme, des rencontres familiales de toujours. Et alors, ce qui est assez inouï, c'est qu'à ce moment-là, le regard, la posture, l'attitude, d'ailleurs moi-même je me rassemble, et en pensant à elle, elle se redresse, et elle est bien là, comme de toujours. La paix revient, le sourire et la présence de toujours sont inouïs, et nous sommes rassurés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être rassuré? Que s'est-il passé? De quels actes s'agit-il? De l'acte de parole, cette parole qui manque, de la signifiance pourtant qui est en trace, inachevée, mais qui reste bien active. Dans le toucher psychique, vous savez que sur le plan embryonnaire, nous médecins on apprend ça, le toucher cutané
et le toucher psychique, c'est très voisin, c'est à des mêmes sources embryonnaires. C'est Didier Anzieux, bien sûr, qui a modélisé ça de manière très détaillée. Alors, une porte ouverte à partir de... Il faut que je m'arrête. Vous dépêcher. Bon, juste une porte ouverte à partir de quel point? On a des points d'appel qui sont bien sûr la souffrance. Ça part de quelque part. Quels moyens? La maladie, les connaissances de la maladie, mais aussi les connaissances, et avant tout, je voudrais insister sur les connaissances de la personne singulière depuis toujours. C'est-à-dire que c'est très important de se renseigner sur les styles de la personne depuis toujours. D'autres moyens, bien sûr, notre formation, notre présence singulière. Quel espace? Un espace de jeu, l'espace de la conversation comme un jeu. Quel effet? Un effet de remise en cohérence des signifiants symboliques très ancestraux. Et la porte se rouvre dans ce mystère de la joie partagée, la main qui veille, le cœur endurant, comme notre philosophe de toujours pouvait le citer. Je m'arrête alors. S'il vous plaît.